Alors je donne, et ça sera la conclusion des interventions. Ensuite, on se donnera quelques minutes d'échange avant de donner la conclusion à notre coordonnateur général, à Charles Jousselin. Mais j'ai toujours plaisir vraiment à donner la parole à Catherine. D'abord, depuis 1996 qu'on se connaît, chaque fois qu'elle est intervenue, elle m'a surpris. C'est-à-dire, vous allez voir, elle est. D'ailleurs, vous pouvez regarder, puisque Patrice l'a filmée sous tous les angles depuis des années. Et vous verrez à quel point c'est une personne d'une créativité et d'une adaptation tout à fait remarquable. Puis d'autre part, c'est notre accompagnatrice de l'espace éthique. Et je le dis toujours publiquement, parce qu'on n'a jamais assez de reconnaissance pour ceux qui ont fait avant. De la même manière qu'en ouvrant cette rencontre, Marie de Henzel a évoqué les pères fondateurs des soins palliatifs, des gens comme effectivement Robert Zitoun, mais vous avez aussi les mères fondatrices, Michel Salamagne, René Sebaglanoé, des personnalités comme Robert William Higgins, le psychanalyste, Emmanuel Goldenberg. On a évoqué aussi un jésuite, Patrick Verspiren. C'est toute une communauté de pensée qui s'est retrouvée autour d'engagements communs. Et je rappelle, même si elle l'a dit rapidement, les soins palliatifs en 84, après le congrès à Nice de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, les soins palliatifs, c'est des gens qui pratiquaient l'euthanasie et qui à un moment donné se disent « mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'aborder les choses au niveau de nos valeurs professionnelles ?» Et je termine pour dire que ce n'est pas de la médecine palliative, c'était les soins palliatifs. Et depuis 84, 85, il y a eu toute une réflexion sur la culture du soin. Et puis alors, on a notre Catherine Olivet qui va, j'imagine, nous apporter une réflexion aussi bien forte qu'inattendue. Alors, bonjour. Je vous parlais qu'avec une introduction comme ça, c'est vachement facile de ne pas se planter. Simplement, je voudrais vous emmener avec moi à vous poser quelques questions sur les vulnérabilités, puisque c'était la thématique de cette deuxième table ronde, mais peut-être pas obligatoirement là où vous les attendiez, ces vulnérabilités. J'aimerais d'abord vous parler de la vulnérabilité des lois. Parce que nous faisons tous semblant d'oublier qu'une loi n'existe que quand elle a des décrets d'application. Vous savez bien, en dehors de la loi qui nous préoccupe aujourd'hui, il y a des tas de lois qui, même 30 ans après, n'ont toujours pas eu leur décret. Vous savez aussi très bien que dans certains domaines, des décrets peuvent modifier considérablement le sens originel de la loi. Vous savez aussi que nous avons en France une particularité particulière qui est le cumul de codes et de lois, la loi de santé, le code pénal, le code civil, le code des familles, le code du travail. Vous savez qu'on est épinglé dans le monde entier. Ce qui revient à dire que, exactement ce que vient de dire Catherine Barbon, c'est qu'en fait l'immense majorité des gens et des professionnels, de toute manière, ne connaissent absolument pas la loi du 2 février 2016. Ils en connaissent encore moins les décrets d'application. On a été dans une médiatisation de l'ordre de 30 secondes attribuée à la télé. L'immense majorité des personnes, citoyens, ne connaît la loi qu'à travers ce saupoudrage médiatique, éventuellement plus ou moins orienté, et qu'en réalité, personne ne sait de quoi on parle. Donc, ayons une grande considération et plutôt une grande commisération, je fais un néologisme, non, c'est bien ça, une grande commisération pour cette malheureuse loi qui est en fait victime d'une méconnaissance totale. L'autre aspect qui me préoccupe dans les vulnérabilités cumulées, c'est la vulnérabilité de nos décideurs politiques qui ont donc voté cette loi, mais dont je vous rappelle que ce sont les mêmes qui votent le financement des soins, des hôpitaux, ce sont les mêmes. Donc, alors ça s'appelle le PLFSS, c'est pas ça, hein, je suis une grande incompétente. Le PLSS, donc vous mesurez à quel point c'est un propos plein d'humanité, ce sont les mêmes qui votent ça et qui, comme le disait très justement Catherine, font que comment peut-on mourir à domicile quand tout au plus, du plus peut-on espérer, si l'on n'a pas une famille présente et aimante, avoir 2 heures et demie
de présence par 24 heures auprès de vous. Donc, tout ça pour vous dire que nous sommes bien dans le cumul des vulnérabilités. Comment peut-on organiser pour les professionnels du soin, même à l'hôpital, quand le chef de service est préoccupé de la DMS, quand le directeur arbitre financier est préoccupé de l'arbitrage de sa dotation CEPOM. Donc tout cela interroge bien sur un vrai cumul de vulnérabilités originelles qui fait bien que le citoyen lui-même, qui est aussi éventuellement un médecin, une infirmière, un directeur d'établissement, qui tout le champ de notre société est vulnérabilisé lui-même. Et puis, j'aimerais évoquer pour vous cette deuxième loi sur laquelle est ancrée fondamentalement, qui est la loi HPST, qui a fondamentalement créé le droit du patient, pas simplement en fin de vie, le droit du patient. Et puis, en 2010, la création des ARS a cimenté la démocratie sanitaire, avec un nouveau cran dans le droit qui est la proclamation du patient acteur de sa santé. Et tout ça se lie, tout ça se mixe, tout ça se cumule, tout ça se mélange. Et là, actuellement, en 2017, dans les sphères des comités stratégiques de l'ARS dans lequel je siège pour représenter les usagers, j'ai vu la fragilité de la démocratie sanitaire puisque j'ai vu apparaître par rapport aux patients acteurs un nouveau mot qui est le patient responsable. Et nul n'ignore que de responsable à coupable, la barrière est d'une fragilité intense. Donc vous voyez comme nous sommes bien dans le champ d'une véritable accumulation de vulnérabilités sociétales, financières, décisionnaires, responsables, dont je ne sais pas très très bien où est la place du droit et encore moins la place du droit des patients. Je voudrais vous dire que dans ce juridisme se noient les consciences. Quand on n'a plus que cela comme repère, alors le juridisme tue la conscience. Peut-on intrinsèquement demander à une mère de choisir la mort de son enfant, qu'elle soit informée, qu'elle soit consultée, qu'elle soit accompagnée? Peut-on lui demander d'arbitrer la mort? Peut-on demander à la fille d'une maman âgée, gravement malade, encore plus si elle est atteinte d'une maladie de la conscience, du type maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, peut-on lui demander de choisir? Peut-on demander au conjoint qui a accompagné parfois pendant 10 ans, pendant 15 ans, peut-il être le décideur dans ce glissement de la sémantique, le décideur d'une fin? Vous savez, il y a 30 ans, j'ai accompagné ma maman qui était une malade jeune Alzheimer. Et je l'ai accompagnée dans sa vie de malade et puis dans les derniers temps de sa vie de malade. Et alors, à ce moment-là, on ne parlait pas du droit, de la loi, de tout ça. Et vous savez ce que mon oreille entend encore 30 ans après? Une infirmière qui m'a dit, qui a utilisé l'expression cocktail lithique. Expression d'il y a 30 ans.
Et à l'instar de ce que disait tout à l'heure Véronique Blanchet, cette étude en Belgique et en Hollande qui dit que quand il y a eu une décision de sédation très soigneusement, respectant toutes les indications, soigneusement pesées, décidées et accompagnées, cela n'empêche pas l'infirmière de continuer à se dire « je suis responsable de quelque chose ». Eh bien, savez-vous que cette expression que j'ai entendue de mon oreille penchée sur le visage de ma maman il y a 30 ans, je me souviens encore aujourd'hui de mon interrogation et je me souviens encore de ce que je pourrais presque dire une forme de lâcheté. Je me suis bien gardée de poser la question, c'est quoi un cocktail éthique? Donc vous voyez comme il y a des événements de vie où le glissement sémantique, le jeu de cache-cache, l'absence de courage partagé, je dis bien partagé, parce qu'on ne peut pas être seul courageux. On ne peut pas, dans des situations extrêmes, être le seul courageux. Il faut être courageux à plusieurs. Et je vous parlais de il y a 30 ans, et je peux vous dire il y a 1 an, tout à fait à l'opposé de cette maman perdue dans les gouffres de sa maladie d'Alzheimer qui ne lui permettait plus d'exprimer des vrais choix et encore même des choix minimum. L'an dernier, j'ai accompagné mon mari dans sa mort. Et ce mari était totalement lucide, totalement serein. Il me disait avec un humour grinçant, enfin moi je trouvais un peu grinçant, je sais parfaitement où je vais. Je ne suis pas obligatoirement pressée, mais je sais où. Et ce mari-là, jusqu'à la dernière minute de sa vie, a choisi les personnes auxquelles il voulait dire adieu. Jamais il a demandé une sédation, jamais il a demandé de partir dans l'absence. Jusqu'à la dernière minute de sa vie, jusqu'à la dernière heure, pour être dans la plus totale intégrité intellectuelle, il m'a dit qui il voulait rencontrer, à qui il voulait dire adieu. Chaque matin, il m'envoyait un SMS en me disant « Voilà, un tel, tu m'organises notre rencontre pour cet après-midi. » À 13h, il a levé la main en accueillant la dernière personne auquel il m'avait donné l'instruction, parce que j'étais très obéissante, l'instruction d'une dernière rencontre. Et il a levé la main en disant « Tu vois, on y est. » Jamais il m'a demandé de partir dans le sommeil. 1 heure avant, j'ai reçu la merveilleuse visite d'un médecin que je connaissais bien, de Réa. Et de sa voix douce, il a parlé avec mon mari, et de sa voix douce, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « Catherine, tu as l'intention de repartir ce soir ?» Je lui ai dit « Bah oui, je pense que je vais rentrer vers 22h. » Et d'une voix toute douce, il m'a dit « Ce soir, ne pars pas. » Et 1 heure après, mon mari était mort. 1 heure avant sa mort, il a retiré l'oxygène de son nez. Alors je lui ai dit « Mais mon chéri, pourquoi tu fais ça ?» Il m'a dit « Tu sais, ça coûte trop cher. » Bon citoyen, respectueux du coût des hôpitaux. J'ai un peu rigolé, je lui ai dit « Tu sais, mon cœur, le prix de l'oxygène dans le budget d'un hôpital, c'est assez dérisoire. Est-ce que tu veux pas remettre l'oxygène ?» Et là, il a eu un merveilleux sourire, il a haussé les épaules et il m'a répondu « Oh, si ça peut te faire plaisir. » Ça a été sa dernière phrase. Si ça peut te faire plaisir, jamais il ne m'a demandé de dormir. Donc vous voyez, comme tout ça relève de tellement d'autres paramètres que ceux qu'on l'on voudrait nous faire croire, d'autres paramètres de la vraie vie,
d'autres paramètres de la vraie rencontre et d'autres paramètres du courage. Courage des professionnels, courage des politiques, courage des proches. Et comme conclusion, j'aimerais, ça vous donnera envie éventuellement de le lire, j'aimerais vous lire une petite phrase de ce merveilleux livre que Emmanuel a repréparé pour nous tous. En 78, pas hier, en 78, devant les étudiants de Harvard, Alexandre Solzhenitsyn, tout juste sorti du goulag, prononçait un discours que l'on pourrait qualifier de prémonitoire. Une société qui s'est installée sur le terrain de la loi, sans vouloir aller plus haut, n'utilise que faiblement les facultés les plus élevées de l'homme. Lorsque toute la vie est pénétrée de rapports juridiques, il se crée une atmosphère de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs élans de l'homme. Et face aux épreuves du siècle qui menacent, jamais les béquilles juridiques ne suffiront à maintenir les hommes debout. Je vous souhaite à tous d'être debout, sans béquilles.